Mesdames et messieurs, venons-nous d'assister au plus grand coup de théâtre politique de la Ve République ou bien sommes-nous face à la chute orchestrée d'un Premier ministre naïf? Ce qui s'est déroulé hier soir à l'hôtel de Matignon dépasse l'entendement et bouleverse tous les codes de la politique française. Sébastien Lecornu, ce militaire devenu chef du gouvernement, vient de commettre l'erreur fatale de sa carrière. Il a rappelé Gabriel Attal au sein du gouvernement, croyant trouver un allié pour résoudre la crise profonde qui ronge la France. Mais derrière le sourire poli et la cravate impeccable du jeune ancien chef de l'exécutif se cache une ambition dévorante. Selon des sources proches du palais Attal, aurait déjà préparé dans le plus grand secret un plan minutieux destiné à s'emparer totalement du pouvoir. Lecornu lui semble n'avoir absolument rien vu venir. Imaginez la scène, un premier ministre fragilisé, isolé, dépassé par les grèves, par l'inflation galopante, par une dette publique qui frôle des sommets historiques jamais atteints depuis l'après-guerre. La France brûle économiquement et socialement. Les agriculteurs bloquent les autoroutes, les enseignants désertent les classes. Les hôpitaux s'effondrent les uns après les autres dans un silence assourdissant des hauts responsables. Lecornu, perdu dans ses dossiers militaires et ses certitudes technocratiques, ne comprend pas que le navire prend l'eau de toutes parts. Alors, dans un geste de désespoir, il tend la main à celui qu'il considère comme un sauveur potentiel. Il ignore qu'il vient d'ouvrir grand les portes du palais à un véritable stratège, un homme prêt à tout pour reconquérir le sommet de l'État. Dès les premiers jours de son retour, Gabriel Attal aurait déployé une mécanique implacable. Les ministères clés, l'intérieur, l'économie, la justice seraient progressivement tombés sous l'influence directe de ses fidèles. Des nominations discrètes, des limogeages présentés comme techniques, des transferts de hauts fonctionnaires effectués pendant les week-ends pour éviter l'attention médiatique. Tout aurait été orchestré avec une précision quasi-militaire paradoxalement plus efficace que celle dont aurait été capable l'ancien ministre des Armées lui-même. Les conseillers de Lecornu dépassés regardent leurs prérogatives s'évaporer. Ils murmurent dans les couloirs que le véritable patron ne se trouve plus à Matignon, mais bien dans le bureau adjacent où Attal a installé son équipe rapprochée. Et personne, absolument personne, n'ose élever la voix. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner immédiatement à cette chaîne et à activer la cloche de notification car ce que vous allez découvrir maintenant dépasse largement le cadre d'une simple recomposition gouvernementale. Nous parlons ici d'une véritable prise de contrôle d'un renversement silencieux qui pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs en France pour les décennies à venir. Ne ratez aucune partie de cette enquête exclusive. Les médias traditionnels n'osent pas révéler ces informations soit par peur, soit par complicité. Ici, nous brisons le silence. Partagez cette vidéo autour de vous car les Français méritent de connaître la vérité sur ceux qui prétendent les gouverner. Reprenons le fil de cette manigance vertigineuse. Gabriel Attal n'aurait pas seulement infiltré l'appareil d'État. Selon des témoignages recueillis auprès d'anciens collaborateurs, il aurait également bâti un réseau d'influence considérable au sein des grandes rédactions parisiennes. Les chaînes d'information continues autrefois critiques envers les jeunes loups de la Macronie lui dérouleraient désormais le tapis rouge. Les éditorialistes les plus respectés ventraînent son charisme, son sens du dialogue, sa capacité à parler aux jeunes générations. Pendant ce temps, Sébastien Lecornu serait dépeint comme un homme rigide, dépassé, incapable de comprendre les souffrances quotidiennes des classes populaires. Cette guerre d'images menée avec une habileté redoutable aurait déjà fait basculer l'opinion publique en faveur du jeune ambitieux. L'Assemblée nationale n'échapperait pas à cette stratégie d'encerclement. Des députés issus de différents bords politiques auraient été approchés discrètement certains lors de dîners privés dans des restaurants huppés du 7e arrondissement d'autres par l'intermédiaire de barons régionaux promettant monts et merveilles. La gauche modérée, lassée par l'immobilisme du chef du gouvernement, accepterait de coopérer avec celui qu'elle considérait pourtant comme un adversaire idéologique. La droite républicaine divisée et affaiblie verrait dans cette alliance contre nature une opportunité inespérée de revenir au centre du jeu. Et au milieu de tout cela, le locataire de Matignon, totalement aveugle, continuerait de croire qu'il dirige réellement le pays. Quelle tragédie pour un homme qui pensait avoir atteint le sommet. Le tournant décisif serait survenu lorsque Gabriel Attal aurait mis la main sur des dossiers confidentiels d'une sensibilité explosive. Des rapports des services de renseignement, des notes diplomatiques classifiées, des enregistrements compromettants, impliquant plusieurs personnalités proches de Lecornu. Ces documents, dont l'existence même est niée officiellement, auraient été utilisés comme un moyen de pression d'une efficacité redoutable. Lors d'une réunion tenue dans la plus grande discrétion,
L'ancien chef du gouvernement aurait posé sur la table de son successeur un dossier épais, sans prononcer un seul mot. Le message était limpide: céder le pouvoir réel ou affronter un scandale d'une ampleur inédite. Le cornu pâle des faits aurait compris qu'il venait de perdre la partie avant même d'avoir commencé à jouer. Sur le plan économique, la stratégie de Gabriel Attal aurait porté ses fruits avec une rapidité stupéfiante. Des mesures fiscales audacieuses, une réforme du Code du travail simplifiée à l'extrême, des incitations massives à l'investissement étranger, tout aurait été pensé pour redonner confiance au marché et aux ménages. Les chiffres du chômage chuteraient mois après mois, les indices boursiers atteindraient des records historiques. Le pouvoir d'achat des Français progresserait pour la première fois depuis une décennie entière. Sur le plan sécuritaire, son discours ferme contre la délinquance et le terrorisme séduirait les électeurs lassés par les discours mous et les promesses creuses. Les sondages autrefois favorables à Louis Cornu basculeraient brutalement. 72% d'opinion positive pour Attal contre seulement 18% pour le Premier ministre officiel. Une humiliation absolue. À l'Élysée, l'ambiance serait devenue glaciale. Sébastien Lecornu, désormais cantonné à un rôle purement protocolaire, errerait dans les couloirs comme un fantôme. Ses apparitions publiques se raréfieraient, ses interventions médiatiques seraient systématiquement éclipsées par celles de son rival. Les visiteurs étrangers chefs d'État et diplomates demanderaient explicitement à rencontrer Gabriel Attal plutôt que le titulaire du poste. Lors d'un sommet européen tenu à Bruxelles, la chancelière allemande aurait même refusé de saluer Lecornu, préférant échanger longuement avec Attal dans un coin du salon d'apparat. Cette scène, immortalisée par quelques photographes opportunistes, aurait fait le tour des rédactions internationales. La France entière aurait alors compris que le véritable maître du pays n'était plus celui qu'on croyait. Au début de l'année 2026, l'inévitable se serait produit. Sébastien Lecornu aurait annoncé sa démission lors d'une allocution télévisée d'à peine 4 minutes. Officiellement, des raisons de santé l'auraient contraint à se retirer de la vie publique. Officieusement, chacun savait qu'il avait été poussé vers la sortie par une coalition implacable réunissant Gabriel Attal, ses alliés parlementaires et certains conseillers du chef de l'État lui-même. La transition s'effectuerait dans une rapidité déconcertante. En moins de 48 heures, le jeune ambitieux serait nommé Premier ministre avec les pleins pouvoirs. Les Français, fatigués par les querelles politiciennes et séduits par les promesses de modernité, accueilleraient ce changement avec un soulagement quasi unanime. Une page se tournait, mais à quel prix? Les semaines suivantes, Gabriel Attal aurait engagé une révision constitutionnelle d'une ampleur historique. Le rôle du président de la République serait considérablement réduit, ses prérogatives transférées progressivement vers Matignon. Le Premier ministre deviendrait dans les faits comme dans les textes l'homme fort de la nation. Les institutions de la Ve République, conçues par le général de Gaulle pour garantir la stabilité du pouvoir présidentiel, seraient transformées en un système hybride dans lequel le chef du gouvernement concentrerait l'essentiel des décisions stratégiques. Les juristes constitutionnels les plus éminents tireraient la sonnette d'alarme, dénonçant un glissement autoritaire déguisé sous des oripeaux démocratiques. Mais leur voix serait noyée dans le tumulte médiatique organisé par les fidèles du nouvel homme fort. Quant à Sébastien Lecornu, son destin serait celui des grands vaincus de l'histoire. Retiré dans une discrète propriété du département de l'Eure, il aurait coupé tout contact avec ses anciens collaborateurs. Ses rares apparitions publiques le montreraient amaigri, le regard éteint, la voix éraillée. Les commentateurs politiques le décriraient comme l'homme qui aurait offert le pouvoir suprême à son propre rival par naïveté coupable ou par calcul désastreux. Les manuels d'histoire à venir ne retiendraient de son passage à Matignon qu'une seule chose: il aurait été l'idiot utile qui ouvrit la porte au véritable maître de la France contemporaine, un héritage cruel pour un homme qui pensait servir loyalement son pays. La France retiendra-t-elle la leçon de cette tragédie politique? L'avenir nous le dira. En attendant, partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations.